Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Sophia Benzakour. Après avoir été architecte, Sophia a tout quitté pour suivre sa passion pour la mode. Créatrice de contenu mode suivie par une communauté de plus de 155 000 abonnés, Sophia collabore avec les plus grandes marques comme Chanel et a également lancé sa marque de prêt-à-porter Bahar avec sa sœur. Avec des parents architectes, la voie de Sophia était toute tracée. Très créative, elle s'éclate dans ses études d'architecte. La réalité du terrain la rattrape lorsqu'elle décroche ses premiers jobs et travaille sur des gros projets à Paris. Gestion de chantier, milieu masculin, process des grosses entreprises, Sophia se sent enfermée et manque de créativité. En parallèle, elle lance son blog de mode où elle partage ses looks quotidiens. Son blog décolle rapidement et Sophia est invitée au Fashion Week et collabore avec les plus grandes marques. Aujourd'hui, Sophia partage sa vie entre son activité de créatrice de contenu mode et Bahar. Bahar, c'est une marque de prêt-à-porter mêlant chic parisien et voyage autour de la Méditerranée inspirée par ses origines franco-marocaines. Alors avec Sophia, on a parlé de sa carrière d'architecte, le lancement de son blog en 2012, sa double vie entre gestion de chantier la journée et événements mode le soir, comment elle a réalisé son rêve d'assister aux plus grands défilés comme Dior et Chanel, le lancement de sa marque avec sa sœur et l'envers du décor du monde de la mode et de l'influence. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sophia. Bonjour Sophia, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Sophia Benzakour, je suis créatrice de contenu depuis une dizaine d'années sur les réseaux sociaux. J'ai 33 ans, je suis franco-marocaine et j'ai créé ma marque de vêtements inspirée de la Méditerranée avec ma grande sœur, donc une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Bahar. Donc, ça n'avait rien à voir avec ta première carrière, qui était aussi assez créative, hein, quand même, il y avait ça en commun. Est-ce que tu peux nous raconter les études que tu as fait et puis ton premier métier ? Tout à fait. Alors, je suis architecte de formation. Donc, j'ai étudié l'architecture à Paris. On me pose souvent la question, est-ce que c'est architecture d'intérieur ou architecture? Donc, c'était bien dans le bâtiment. Et en fait, effectivement, c'est quand même un cursus qui est assez créatif. J'ai adoré mes études d'architecture. C'était super intéressant. On faisait des projets qui m'ont permis d'apprendre en fait comment on démarre un projet créatif, comment on le développe, comment on cherche des idées et des références. Donc c'est super intéressant. Et puis quand j'ai commencé à travailler, c'est vrai que c'était un petit peu la désillusion, on va dire. Dans le sens où, ce qui est assez normal finalement, au niveau du corporate, c'était un petit peu plus, un peu moins créatif et un petit peu plus tourné vers, c'était assez rébarbatif, voilà, comme process. Et donc voilà, j'étais un petit peu, au quotidien, c'était un petit peu décevant, on va dire, dans le sens où pendant 5 ans, on est là, c'est beaucoup de créativité, c'est des super projets et tout ça. Et tout à coup, on est vraiment dans un cadre professionnel où il manque justement cet aspect-là. Et donc, comment tu avais eu envie de faire des études d'architecte ? Est-ce que c'était un rêve de petite fille ? Comment ça t'était venu un petit peu ce projet ? Alors l'architecture, c'est venu parce que mes parents sont tous les deux architectes. Donc c'était un métier que je connaissais, qui me parlait. Et moi, j'étais un profil, j'étais pas très bonne en maths, en physique. C'était pas trop mon truc. Donc j'ai fait ES. Et donc sur cette filière économique et sociale, voilà, j'étais plus épanouie, mais j'avais quand même envie de faire un métier. À l'époque, j'avais cette idée, voilà, de faire quelque chose qui soit d'un côté créatif, mais aussi un petit peu, on va dire sérieux, quoi. C'est-à-dire, voilà, j'avais en tête cette idée que, voilà, l'architecture, c'était le bon
le bon mélange entre la créativité et quelque chose de plus, tu me diras le terme, je trouve pas, mais quelque chose de concret, Plus voilà. sérieux. Oui. T'avais envie aussi de prouver que tu pouvais le faire, que t'étais assez intelligente pour réussir à être architecte? Non. Non, je savais que j'étais assez intelligente pour faire merci. Mais non, en fait, pour être honnête, je me souviens que j'avais discuté avec, tu sais, la conseillère d'orientation et je voulais faire quelque chose dans l'art. Donc, j'avais pensé à la musique, j'avais pensé à l'histoire de l'art. Voilà, j'avais envie d'aller vers ça. Et je pense que c'est assez classique. On m'a un petit peu découragée et on m'a dit non, mais il faut faire un métier un peu plus carré et tout ça. Donc, je suis allée vers l'archi. Et comme je te disais, au niveau des études, c'était super intéressant. Donc, j'ai pas, sur le moment, je me suis pas dit c'est la mauvaise voie pour moi. Donc, tant que j'étais en études, ça se passait bien et tout ça. C'est au moment où j'ai commencé à travailler où je me suis dit ah mais en fait, c'est peut-être pas fait pour moi. Oui, donc parce que à la fin de tes études, tu as travaillé dans une grosse boîte. Tu travaillais d'abord chez Bouygues Construction. Donc, c'est vraiment des énormes boîtes. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on finit ses études de se retrouver dans comme ça, un milieu très sérieux, très grosse entreprise. Comment c'était pour toi un petit peu? Alors, j'ai commencé avant, voilà, de passer chez Bouygues. J'avais fait des stages en agence d'architecture et puis j'ai travaillé pendant 1 an dans une agence. Donc, c'était des expériences très intéressantes. Mais c'est vrai que je commençais déjà un petit peu à voir la limite, enfin ma limite d'une certaine manière, dans le sens où déjà humainement c'était un petit peu compliqué. Comme tu disais, ben t'es jeune, tu viens de sortir de l'école et t'es directement lancé sur des projets où tu dois prendre beaucoup de responsabilités et tout ça. C'était assez stressant. Et puis voilà, le bâtiment, c'est vrai que c'était un peu loin d'une certaine manière de mon quotidien. Et puis en fait, j'avais déjà commencé en parallèle à travailler un peu dans la mode. Et donc, j'avais un petit peu une sorte de double vie où la journée, j'avais un casque sur la tête et j'étais sur un chantier. Et le soir, bah, j'allais à des événements, je mettais ma plus jolie tenue et mes talons. Donc, pendant un petit moment, c'était un peu ça, une sorte de double vie. Oui, parce que donc tu avais déjà commencé ton blog. C'est ça. Comment t'as eu l'idée pour lancer ton blog? Alors, j'ai lancé mon blog quand j'étais en Erasmus. Donc, j'ai fait 1 an d'échange à Milan. J'ai choisi la destination, bah, justement en fonction aussi de mon amour pour la mode, donc capitale de la mode. Et j'ai profité en fait de cette année-là pour documenter en fait mon expérience. Il y avait déjà quelques blogueuses qui étaient assez connues, ben, comme Chiara Ferragni. Donc j'étais un petit peu sur cette voilà, je m'étais lancée en me disant ah, j'aime beaucoup ce que ces filles font, j'aimerais bien faire pareil, mais jamais en imaginant que ça pourrait devenir un métier, surtout à l'époque où ça n'en était pas un. Oui, parce que là, donc c'était en 2012. C'est ça. La question que j'avais, c'est architecte, est-ce que ça demande beaucoup d'aller sur le terrain, de gérer le chantier? Est-ce qu'il y a un côté très Ah bâtiment oui. finalement? Oui, 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 bien sûr. Ça dépend bien sûr le niveau d'avancement du projet, mais c'est sûr que en fait il y a une partie de préparation du projet, oui, toute la partie créa où on imagine le projet et ensuite, ben, quand le chantier commence, il faut le suivre. Donc oui, il y a une grosse partie où il faut être sur place, quand on a un projet aussi qui est assez loin, donc il faut un peu, voilà, faut se déplacer, faut prendre le temps de discuter avec les différents corps de métier. C'est beaucoup de gestion en fait de projet, et voilà. Et aussi, c'est un milieu très masculin finalement. Oui, énormément. Et ben les femmes souffrent beaucoup de un peu de ça, dans le sens où voilà. Sur un chantier, c'est un peu difficile pour une femme de s'imposer
et d'être crédible. Ça, c'est un peu dans tous les domaines, j'ai envie de dire, mais encore plus sur un chantier, voilà, où c'est très masculin et au final où les hommes sont un peu là à dire oui, mais elle dit un peu n'importe quoi. Oui, nous, ça fait longtemps qu'on est là, on sait ce que Voilà, c'est. Ouais. exactement. D'autant plus quand tu es une jeune architecte, voilà, qui débarque entre guillemets, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Faut être très courageuse. Et donc, en parallèle, donc ton blog, il prend de l'ampleur, donc tu commences à être invitée à des événements. Comment ça se passe un peu la double vie, justement? Donc voilà, je commence à être invitée à des événements, à avoir des propositions de partenariat, de recevoir voilà des produits, d'en faire la promotion. Donc comment ça se passe concrètement? Ben c'était vraiment un side project pendant longtemps. Donc en fait c'était plutôt les soirs et les week-ends. Donc après le travail, voilà, je me changeais dans les toilettes de l'agence et je me maquillais rapidement et j'allais à mes événements, donc à Paris. Et le week-end, bah, je me réveillais super tôt et je shootais 4-5 looks voilà par jour pour avoir du contenu toute la semaine. Je répondais à mes mails pendant ma pause déj et des fois voilà quand j'avais des rendez-vous dans la journée, bah c'était un petit peu la mission où je devais bah essayer de m'organiser pour y aller sans voilà ne pas respecter mes engagements au niveau de l'agence d'archi. Donc c'était toujours heureusement j'avais un chef de projet qui était assez compréhensif. Voilà, j'étais assez transparente et je disais oui, j'ai un événement de telle heure à telle heure, du coup je resterai un peu plus tard ou je viendrai plus tôt. Donc voilà, ça m'a permis d'être un petit peu flexible, mais au bout d'un moment c'était un peu un dédoublement de personnalité et c'était difficile de jongler entre les deux et j'avais l'impression de passer à côté de beaucoup d'opportunités au niveau de l'influence qui démarrait à cette période, à cette époque-là. Donc voilà, et puis pour être transparente, en archi, c'était difficile d'avoir un CDI. C'était tout le temps voilà des CDD ou des contrats d'intérim. Voilà, c'est un métier qui est quand même qui est assez difficile et les entreprises n'engagent pas forcément en CDI directement à la sortie d'école. Donc voilà, j'ai un peu pesé le pour et le contre en me disant en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je sens qu'il y a un momentum, il y a quelque chose qui se passe sur ce domaine-là. Mon diplôme, il est en poche. J'ai commencé mon expérience professionnelle, mais je suis pas non plus, j'étais pas passée chef de projet et j'avais pas en tête de lancer ma propre agence. Donc, j'ai un peu pesé le pour et le contre et je me suis lancée. J'ai décidé de me lancer à mon compte. Mais aussi quelque chose que je veux rajouter, c'est que à cette époque-là, j'avais déjà des revenus liés à l'influence qui couvraient en fait le salaire que j'avais en tant qu'architecte. Donc c'est ça qui m'a permis de prendre cette décision de manière assez sereine. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas pris le risque. Oui, c'est ça que j'allais te demander, quel a été le déclic un peu? T'as attendu en fait de gagner assez d'argent pour te dire, bon, bah, je peux faire le switch. Voilà, et je voyais que les projets étaient assez récurrents, qu'il y avait une certaine dynamique qui faisait que voilà, j'étais assez en confiance pour me lancer sans me dire que voilà, ça allait être tendu au début ou quoi. Voilà. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a toujours une phase de transition qui est assez difficile parce que on peut toujours se dire, bon, comme je n'y consacre pas tout mon temps, peut-être aussi je vais gagner plus quand je vais m'y consacrer à temps plein. Donc, c'est toujours difficile, je trouve, d'évaluer un Oui. side project pour que ça devienne son métier à temps plein. Moi, je pense que ça, c'est tout à fait vrai. Le fait de m'être concentré sur ça, ça a évidemment ouvert plus de portes. Mais je pense que pour prendre cette décision, il faut quand même une sorte de plateau qu'il faut atteindre avant de un peu se jeter dans le vide parce que c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Et comment a réagi ton entourage? Comment ça s'est passé l'annonce?
C'était la suite logique. Mes parents, voilà, j'étais déjà indépendante, donc ils m'ont dit tant que tu continues à être indépendante, il n'y a pas de problème. Et mes amis m'ont soutenue. C'était assez. J'ai eu quelques questions un petit peu, voilà. C'était surtout au niveau de la compréhension du métier, parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de questions sur mais en fait, comment tu gagnes ta vie? Mais est-ce que tu es sûr que ça va durer? Et si on te hack ton compte Instagram, comment ça se passe? Donc voilà, c'est vrai, il y avait des questions un petit peu curieuses, mais voilà, en général, ça a été assez bien accueilli. Et comment tu t'es sentie, toi, à ce moment-là? Tu t'es sentie soulagée, un peu Ouais. stressée peut-être aussi? Oui, alors ça a été une sorte de libération, on va dire. C'est vrai que le jour où tu quittes l'entreprise corporate dans laquelle tu travailles pour te lancer sur ton projet personnel, tu te sens un peu pousser des ailes, tu te dis c'est le début d'une nouvelle vie et tout ça. Par contre, très vite, il y a ce stress, voilà, qui s'installe, bah, justement, il y a l'obligation de délivrer, de payer ses factures, et aussi d'être un peu à la hauteur du rêve, parce que c'est un rêve d'être à son compte et de réussir. Donc voilà, du coup, je me suis un petit peu jetée corps et âme dans l'entrepreneuriat, et je me suis perdue plusieurs fois en route, ce qui est, je pense, assez normal. Mais voilà, c'était la première année, c'était boulot, boulot, boulot. Voilà, j'étais 100% dedicated à mon projet. Alors, tu as collaboré avec des grandes marques, tu fais aussi beaucoup les Fashion Week, tu as notamment été invitée au défilé de Dior, Chanel. Alors, c'est comment? Parce que c'est le rêve de beaucoup. Comment c'est de le vivre? Ah, c'est incroyable. Pour toute personne qui est fan et passionnée de mode, c'était vraiment, bah, pour moi, un peu une consécration. J'étais tellement fière d'être dans cette salle, de me dire que, voilà, il y a 1 an, 2 ans, j'étais voilà dans mon cabinet d'archi, un petit peu, tu vois, là, à me dire, mais en fait, est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie et tout ça? Déjà à cette époque, à 25 ans, 24, 25 ans. Et voilà, quelques mois plus tard, ben, j'étais sous la nef du Grand Palais à assister à un défilé Chanel, et ça, ce sera toujours quelque chose dont je suis très fière, et qui surtout bah, m'a prouvé que j'avais fait le bon choix. Ouais, c'était une façon d'être reconnue dans le monde de la mode aussi, qu'on te Bien dise, sûr, bah, t'as ta place. bien sûr. Et alors, comment t'as eu le projet de bar? Donc, c'est venu en 2019, donc combien de temps après à peu près avoir quitté ton job? Au même moment, en fait, parce que voilà, dès que j'ai quitté mon travail, je me suis dit donc c'est super, j'ai déjà des contrats, ça se passe bien, je sens qu'il y a une bonne dynamique, mais effectivement, j'avais un peu cette peur, euh, voilà, que ce soit pas quelque chose de récurrent, de permanent, et que voilà, qu'il y avait une sorte de date de péremption. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faudrait que je lance mon propre projet pour être aussi maîtresse un peu de la suite, voilà, de ces réseaux sociaux. Au bout d'un moment, voilà, si euh, on n'a plus envie de communiquer d'une manière ou d'une autre, il y a ce projet aussi qui a aussi, on va dire, un peu plus de substance d'une certaine manière, dans le sens où le produit est réel, dans le sens où sur les réseaux sociaux, ben, le produit c'est moi entre guillemets. Donc tu vends une image, tu vends un lifestyle, ouais, c'est vraiment mettre en avant sa propre image, et ça c'est quand même assez difficile d'un point de vue psychologique et même physique, voilà, au quotidien. Donc j'avais déjà en tête cette idée d'essayer d'avoir quelque chose à moi personnel, et de ne pas dépendre des partenariats à 100%.
Ouais. Et tu dirais aussi que tu avais envie d'avoir un autre lien peut-être avec ta communauté? Parce que le Oui, lien change quand tu as ta propre marque. il y avait de ça, il y avait de ça, et surtout, moi, je suis très attachée à mes origines, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui est un lien avec ces origines-là, et je sentais qu'il y avait un manque de représentation en fait dans la mode et dans les médias en général voilà de personnalités maghrébines voilà dans le monde de la mode et aussi j'avais envie d'insuffler un petit peu ce style-là à mes vêtements et de partager en fait une autre esthétique, voilà. Et ma communauté a été assez réceptive et m'a beaucoup encouragée. Donc c'était vraiment chouette. Et comment ça s'est fait avec ta sœur alors? Donc, tu as eu ce projet avec ta grande sœur. Elle est dans la mode. Comment ça s'est fait? Non, alors elle a fait des études, donc elle a fait une école de commerce. C'était assez complémentaire. C'est vrai que moi, donc j'étais plus sur toute la partie créa, la communication, le marketing. Et elle a pris en charge l'aspect plus business et la logistique, la production. Donc on s'est divisé les tâches comme ça assez naturellement. Elle était basée au Maroc, donc c'est elle qui a pu suivre la production et trouver les usines, tout ça, les ateliers. Et moi, de mon côté, je créais les collections, puis les images, donc le shooting, la communication sur les réseaux sociaux, l'influence, un peu toute cette stratégie de marque. Et comment ça s'est fait alors? Parce que c'est vrai que fonder une entreprise familiale, c'est le rêve pour beaucoup. Souvent, on en parle, je dirais, au déjeuner de famille. Et comment ça devient réalité? Comment vous vous êtes dit, bon, cette fois, c'est le moment, on va vraiment le faire? Voilà, au déjeuner de famille. Concrètement, c'était en 2020. Donc, on avait sorti notre deuxième collection. En fait, on faisait une collection par an puisque c'était du resort wear. Donc, en été, on avait notre collection qui sortait. Et en 2020, la collection est sortie super tard à cause du Covid et du fait que les ateliers étaient fermés pendant longtemps. Donc, une fois qu'on a lancé la collection, ça a été super bien accueilli. On a eu de super belles ventes. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'avais un peu envie, après le confinement, de passer un peu plus de temps au Maroc en famille. Je pense que c'était le cas d'un peu tout le monde post-confinement. Tout le monde a fait des changements dans sa vie. Ouais, revu ses priorités. Exactement. Donc, j'avais envie de revenir à un rythme un petit peu plus agréable. Je me suis installée au Maroc pour quelques mois. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment mis le turbo, on va dire, parce que on était ensemble à travailler au quotidien ensemble. Donc, ça a vraiment poussé le projet. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Bar, peut-être, voilà, en quelques mots pour les auditeurs? Bien sûr, alors donc c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes. On a commencé avec des vêtements de plage avec une touche artisanale méditerranéenne. Donc on s'inspire voilà des différents pays de la Méditerranée, beaucoup du Maroc évidemment. Et ensuite la gamme a évolué. On fait aujourd'hui du prêt-à-porter et beaucoup de robes de soirée et de cérémonie. Oui, donc c'est des robes très esprit bohème, mais en même temps chic parisien. Je dirais, il y a un peu ce Oui, mélange des deux. Il y a beaucoup de robes en soie pour le soir, avec des couleurs assez vives voilà, pour porter par exemple à des mariages ou les soirées d'été. C'est super joli en tout cas ce que vous merci. faites. Et alors, comment ça se passe pour toi? Comment tu t'organises aujourd'hui entre ta marque Bahar et puis toujours ton métier dans l'influence? Alors c'est vrai que la marque a pris une grande place. Je me suis vraiment concentrée là-dessus ces 2 dernières années parce que je voyais que voilà que le projet avait besoin d'être nourri et d'être une priorité. Donc c'est vrai que j'ai mis ça en priorité et l'influence reste quelque chose de
c'est aussi une de mes passions. C'est-à-dire que j'adore partager avec ma communauté. J'aime en fait partager mon quotidien, mes voyages, mes trouvailles, voilà, mes inspirations. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de manière très naturelle et organique. Et voilà. Et pour les collaborations, c'est vraiment en fonction voilà, de choses qui m'intéressent et qui sont alignées avec ma ligne éditoriale. Et c'est vrai que tu en as parlé un petit peu, mais comment tu décrirais peut-être le monde de l'influence, de la Fashion Week pour les gens qui ne le vivent pas? Parce que c'est vrai que ça peut être assez drainant et je pense que quand on ne le vit pas, on ne s'en rend pas forcément compte. Est-ce que peut-être tu peux voilà, expliquer comment toi tu t'es sentie, peut-être que ce que tu as trouvé toi fatigant ou Alors, c'est vrai que comme je disais, c'est un rêve d'être dans ce milieu-là pour les gens qui sont fascinés par la mode. Mais c'est vrai que c'est assez compétitif comme milieu. Voilà, il y a peu d'élus parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire ce métier, mais réussir, c'est pas donné à tout le monde. Donc, faut un peu se battre et surtout, il faut rester aussi à sa place. Une fois qu'on a réussi à percer dans le milieu, il faut essayer voilà, de rester toujours à la hauteur, on va dire. Et ça, c'est pas simple parce que voilà, il y a des jours où t'as juste pas envie de faire une story parce que t'es fatigué ou que voilà, t'as pas le moral, mais faut tenir le rythme. Donc c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. Il y a beaucoup aussi d'échanges avec des gens qu'on connaît pas, de milieux différents, voilà. Et il faut apprendre à passer du temps, voilà, avec des gens que tu connais pas forcément. Et c'est vrai que c'est drainant d'une certaine manière, ça prend de l'énergie, mais ça en donne aussi beaucoup. Ça en donne beaucoup, ça donne beaucoup aussi Moi, ça m'a beaucoup nourri. C'est-à-dire que je pense que plus jeune, j'avais beaucoup d'a priori. Enfin, on arrive avec des idées préconçues sur les gens, sur certains sujets, et puis le fait d'avoir rencontré comme ça des gens d'un peu partout dans le monde, ça m'a énormément ouvert les yeux, l'esprit, le cœur. C'est une expérience incroyable, sincèrement. c'est vrai que ce qui est super intéressant, c'est que dans ce monde, il y a des gens qui viennent de partout et qui sont passionnés par la mode, peu importe un peu le milieu social, l'âge, le pays aussi. Il y a ce lien commun et c'est vrai que c'est super intéressant. Et est-ce que c'est difficile de lancer sa marque de mode? Comment toi, tu l'as vécu un petit peu justement le projet du lancement de Bar? Oui, c'est très difficile de lancer ça maintenant. En fait, on va dire que d'un côté, c'est très simple, mais d'un autre, c'est très compliqué. Alors, c'est très simple dans le sens où, aujourd'hui, tu peux créer une page Instagram en 1 minute, créer le nom d'une marque, et voilà, dire, j'ai créé une marque voilà, de vêtements, de lunettes, de chaussures. Euh, donc, on va dire que la vitrine est assez simple à mettre en place. Il y a des outils, il y a Shopify qui te permet de créer un site rapidement, de mettre tes produits en ligne et tout. Donc, Internet a vraiment facilité cet aspect-là de la création d'une marque. Mais par contre, le produit en lui-même, c'est très compliqué. Quand on crée soi-même son produit, il y a plein d'étapes. Et ça, c'est vrai, c'est que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu sous-estimé. Et je pense que tout entrepreneur qui crée un produit arrive un petit peu avec cette idée, oh, mais ça va être simple. Bah, ça doit pas être compliqué de faire une chemise, ça doit pas être compliqué de faire une robe. Mais si, c'est compliqué. Après, je pense que parfois, c'est aussi bon d'avoir cette naïveté parce que si si on avait su, on se Ah serait oui, peut-être pas lancé. tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Comment tu vois la suite pour Bar? Parce que en ce moment, donc, tu as un pop-up à Casablanca. Donc, est-ce que tu as envie d'avoir peut-être un peu plus de pop-up, peut-être une boutique? Comment tu vois un peu la suite? Alors, on a fait des pop-up un peu partout. On a fait un pop-up aux Galeries Lafayette à Paris, dans des boutiques d'hôtels un peu partout dans le monde. En fait, on est vraiment, on a envie d'être une marque globale, internationale. Donc, je le vois comme ça. J'aimerais que Bahar parle au plus grand nombre parce que pour moi, c'est
j'ai envie en fait d'exporter cette idée de diversité, de culture méditerranéenne qui est dans le partage, qui est dans l'ouverture d'esprit, qui est dans la beauté, le voyage, un certain hédonisme, on va dire. Et donc j'aimerais exporter toutes ces belles idées à travers notre marque, et donc être distribué un peu partout dans le monde, dans des destinations sélectives, voilà, en bord de mer. Quel est ton plus grand rêve professionnel? Waouh! C'est vrai. Alors, mon plus grand rêve professionnel, je pense à titre personnel, en tant que créatrice de contenu, ce serait peut-être d'être ambassadrice d'une marque de luxe, voilà, peut-être quelque chose comme ça. Et pour Bar, ouais, ce serait d'avoir une boutique, une belle boutique flagship store, voilà. Et tu la verrais où ta boutique alors à Paris? Oui, oui, il y a pas. Et alors, comment ça se passe de travailler avec ta sœur? Alors c'est super, c'est super parce que au final, c'est quelqu'un à qui tu peux tout dire. Donc, ça facilite beaucoup les échanges. C'est-à-dire que même quand on n'est pas d'accord sur un sujet, il n'y a pas ce truc où il faut pas froisser, il faut pas le dire, il faut. Donc ça facilite beaucoup les relations. Au début, c'était un peu plus difficile, on va dire, parce qu'on apprenait à travailler ensemble. Et après, une fois je pense au bout de la deuxième année, ça y est, ça roulait. On se comprend un peu sans se parler. On est là, ouais, chacune connaît sait ce qu'elle doit faire, voilà, sur ces sujets. Et donc, c'est beaucoup plus fluide. Et surtout, on se soutient moralement et au quotidien. Et ça, c'est non négligeable. Quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui auraient envie de se lancer pour leur passion mais qui n'osent pas? Parce que je trouve que c'est super intéressant parce que tu te souviens bien de comment tu t'es sentie au moment où tu as fait le saut. Ça se voit quand t'en parles, voilà, que tu as des souvenirs très, très marqués un peu de la personne que tu étais à ce moment-là et puis comment tu l'as vécu. Peut-être quels conseils tu pourrais te donner à la toi de ce moment-là ou les conseils que tu donnerais aux auditeurs qui hésiteraient? Oui, alors plusieurs choses. Donc l'hésitation, elle est normale. Je pense qu'il faut vraiment peser le pour et le contre en se disant, voilà, est-ce que je suis épanouie? Est-ce que voilà, mon métier m'intéresse toujours? Est-ce que je m'y retrouve d'un point de vue financier, d'un point de vue carrière, tout ça. Et bien sûr, voilà, essayer d'avoir quand même un coussin de sécurité pour pas se retrouver trop en stress directement. Et puis ensuite, il y a plus un sujet autour de ce que tu veux achieve in life. Donc c'est quel est ton objectif concrètement? Voilà, est-ce que tu as envie de tout donner pour un projet professionnel, ou tu veux te consacrer plus à ta vie perso, plus à tes passions, plus à, je sais pas, de l'associatif. Enfin, je pense qu'il faut déjà un peu savoir ce qui nous anime pour prendre cette décision-là. Et après, si j'ai un conseil, une fois que vous prenez cette décision de vous lancer, c'est de surtout, d'un côté, écouter les conseils des autres, et d'un autre, ne pas du tout écouter les autres. C'est très compliqué, mais c'est-à-dire que c'est vrai que le regard des autres peut beaucoup freiner ou un petit peu oui, qui va freiner un peu son développement, parce qu'on est là, non, je vais pas oser faire ci, faire ça, parce que un tel va dire ça. Et plus t'es jeune et plus tu as ces réflexions-là. Donc je pense que très vite il faut s'en débarrasser, se dire je vis pour moi et ce projet me tient à cœur, donc c'est à moi de tout faire pour le réaliser. Et de toutes les manières, les gens, il y a une phrase qui dit, voilà, que il y a peu de gens qui encouragent, mais il y a beaucoup de gens qui vont féliciter.
Donc, en fait, voilà, c'est-à-dire que pendant le processus, il y aura peut-être pas beaucoup de soutien, mais une fois que vous réalisez quelque chose, là, tout le monde applaudit. Donc, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais en gros, voilà, ne pas donner trop d'importance au regard des autres, ou de se dire ah non, mais si je rate, je pourrais plus, voilà, je vais me sentir j'aurais honte vis-à-vis, je sais pas, de mes potes du lycée ou quelque chose. Faut vraiment se débarrasser de ces idées-là parce que ça freine totalement. Et c'est vrai que je pense il ne faut pas écouter les conseils des personnes qui n'ont pas été là où tu veux être, parce que écouter ceux qui l'ont déjà fait, ce que toi tu as envie de faire en fait, c'est ça, parce que les personnes qui donnent des conseils alors que elles n'ont rien à voir avec ce que tu as envie de faire, finalement ça peut pas être des bons conseils. C'est ça. Mais du coup, limite, c'est à nous de ne pas demander conseil à ces gens-là, pas par méchanceté, j'ai envie de dire, mais juste parce que ça n'a pas de sens. Les retours ne vont pas être constructifs. Donc, voilà. Des fois, vaut mieux écouter un podcast de quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine-là et prendre des notes, voir des vidéos YouTube, lire, c'est les meilleurs enseignements. Alors, quel conseil tu donnerais justement aux auditeurs qui voudraient se lancer dans la mode, que ça soit voilà, plus côté influence, création de contenu dans la mode, ou lancer sa marque de mode? Quel conseil un petit peu global tu donnerais? De documenter le process dès le début, même si justement au début c'est balbutiant, c'est pas, même si vous commencez dans un petit dans le garage des parents ou dans un petit atelier, ou voilà, il faut en parler, il faut communiquer. Aujourd'hui, on peut pas passer à côté des réseaux sociaux en fait pour faire connaître une marque ou un projet en général. Il faut en parler, il faut communiquer. Donc, ne pas avoir peur de se mettre en avant, de prendre la parole et de communiquer sur les backstage, sur le développement du produit, des galères qu'on rencontre, des succès. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu une ère de transparence et je pense qu'il faut suivre la tendance. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. On en a un petit peu parlé, mais voilà, c'était un petit peu quelque chose à ajouter. Ça serait donc, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Le meilleur conseil. Alors, ma sœur me répète souvent, et ça m'aide assez dans ma vie, elle me répète souvent, si d'une année à l'autre, tu sens que tu as évolué, c'est déjà bien. C'est-à-dire que des fois, on a ces moments de doute où on se dit oui, mais j'ai pas réussi à faire ci, ça. D'une certaine manière, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il faut un peu se comparer à soi-même et être dans une envie d'évoluer pour soi. Et voilà, de se dire, ben, déjà, si je fais mieux que le mois il y a quelques mois, c'est que ça va dans la bonne direction, et être un petit peu dans oui, un peu s'accepter et accepter, voilà, que le process, que ça prend du temps et que tant qu'il y a de l'évolution, c'est positif. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se comparer avec voilà, les personnes ou les marques qu'on voit sur les réseaux sociaux, et en fait, on oublie, enfin, on ne voit pas tout le travail ou les années qu'il y a eu avant d'arriver à cette étape. Et souvent, on peut se comparer avec des personnes qui font ça depuis 10-15 ans, alors qu'on vient tout juste de démarrer, et c'est incomparable. Et finalement, la meilleure comparaison, c'est nous-mêmes, en fait, le nous du passé. Exactement. Un grand merci, Sophia. Donc, je mettrai tous les Merci liens à toi. pour les auditeurs. Merci pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment super inspirant. Avec grand plaisir, j'espère que ça parlera à tes auditeurs. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion.
Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.